Il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu sois sûr de toi, il faut que tu aies un super catch, il faut que tu aies un super look, un super physique, il faut que tu aies une confiance en toi qui explose devant la caméra, tu vois, parce que sinon, c'est même pas la peine d'espérer. Mais alors, Tom, le truc qui est important, il y a un mot important qui a été prononcé pendant cette Quel mot? J'ai dit tellement de mots. C'est le mot pognon, le mot thune, argent. Ben oui, c'est vrai que tu nous parles argent. c'est ça qui est intéressant. Je pense que tu voulais en faire une carrière. Ouais. C'était dans l'ambition d'être catcheur, non seulement peut-être pour la gloire, peut-être pour justement être mis sur le devant de la scène, mais est-ce qu'il n'y a pas l'aspect financier aussi, de partir aux États-Unis, de tenter l'aventure et essayer d'intégrer une des plus grandes fédérations? Et maintenant, on va le demander à Jo. Voilà. Ah, quel est ton avis? Je pense qu'elle en a marre de m'entendre, donc je m'en vais. Non, en fait, égalité du temps de parole, tu vois. Oui, voilà, c'est le débat. Parce qu'à la fin, les gens vont voter, c'est ça, et puis le changement, c'est maintenant. Allez, Joe, ça change. Pour ce qui est de l'argent, en fait, je pense que honnêtement, moi, si on veut réussir, il ne faut pas chercher l'argent. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose que l'on aime, quelque chose qui nous passionne. Et je pense que quand on fait ça, justement, on ne sent pas qu'on travaille, on ne sent pas qu'on est en train de faire quelque chose, on ne fait pas d'effort, en fait. On le fait, mais avec plaisir. Et en fait, que le succès, il vient justement quand on fait quelque chose qu'on aime. Donc, c'est sûr, c'est vrai, aux USA, quand on fait du catch, il y a de l'argent, etc. Mais ce n'est pas le but majeur, parce que d'ailleurs, la plupart des catcheurs, ils sont toujours sur la route, ils travaillent toute l'année. Même si on gagnait énormément d'argent, on n'aurait pas le temps de dépenser, parce qu'on est tout le temps... Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ton expérience outre-Atlantique? Mon expérience outre-Atlantique, en fait, moi, c'était un peu par hasard, parce que je ne me rappelle plus qui c'est qui m'avait envoyé un lien sur Internet qui disait que justement la WWE recherchait des catcheurs. Et donc, il y avait un lien où on pouvait envoyer ses photos. Donc, j'ai envoyé mes photos et ils ont tenu 50 personnes. Donc, moi, ils m'ont accepté. Je ne faisais pas encore de catch à l'époque. Hein. Donc ils m'ont accepté, je suis allé comme ça, c'était un temps en Floride. Et quand je suis arrivé, bref, j'étais le seul qui n'avait jamais fait de catch. Hein. Tout le monde faisait du catch depuis des années, tout le monde était pro, ils avaient tous leur tenue, etc. Et moi j'avais rien, j'étais en short, en basket. Donc j'ai fait le stage de 3 jours, etc. Bref, j'étais super nul hein, parce que je faisais pas de catch. Mais ils avaient quand même pas mal de discussions. À chaque fois, ils m'appelaient dans le bureau, viens. Est-ce que tu aimerais bien faire du catch, etc. Et moi, en fait, honnêtement, j'étais pas sûr. J'étais pas sûr que je voulais faire ça. Et en plus, à l'époque, ils ne recherchaient pas spécialement de mecs assez musclés, en fait. Ils m'ont bien fait comprendre qu'il fallait que j'attende un peu, 1 ou 2 ans, que je m'entraîne et que je revienne. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Quand ils sont venus en Angleterre, ils m'ont appelé. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'étais aux États-Unis, ce qui est rigolo. En fait, je faisais pas mal de photos et ça marche bien. Et donc, j'ai dit, je ne suis pas allé. Et donc, alors, là, bon, 2012, quel est le programme pour vous, là, pour les mois qui arrivent? Là, le programme pour moi, en fait, là j'étais au Maroc justement pour faire un concours de culturisme et j'ai vu que vraiment ça avait marché énormément. Donc tu as laissé tomber le catch? En fait, j'ai toujours fait les deux. Moi, je fais toujours tout. Je peux pas faire qu'une chose. Tu continues muscu là? Ouais, je continue un peu. Tu peux sentir un petit peu la salle ou pas, non? Ça se voit pas. Hein. Ça se voit pas. D'ailleurs, c'est moi qui donne tous les conseils à Tom. Hein. Ah oui. J'espère que tu vas le dire. Visiblement, il les voit que ça marche. J'espère qu'il va le dire. T'as vu, je suis pas. Je vais pas parler d'anecdotes quand il fait froid, tu brûles. Ouais, c'est ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que lui, t'as après catché, toi, tu vas après pousser à la salle. C'est ça, chacun, on partage un petit peu. On se conseille mutuellement, ouais. On fait une bonne équipe. Voilà, une bonne équipe. Exactement, ouais. Alors, Tom, je te pose la question. 2012. C'est bon. C'est bon. La mission est terminée. Tu peux y aller 10 secondes. Donc oui. Quel est l'avenir? Quel est ton futur là pour les mois qui arrivent? Avant de dire le futur, je dirais vite fait l'anecdote très marrante de Joe. Donc Joe en fait m'avait dit que quand le corps a froid, on brûle plus de calories. Donc qui dit brûler plus de calories, dit sécher en fait. Donc c'est pour ça que moi même en hiver je suis en débardeur. Comme ça au moins j'ai tout le temps froid mais au moins je brûle toujours des calories, j'ai toujours des waouh, des abdos. Pour voir les fibres, il faut voir tout, il faut voir voilà, les abdos, j'ai les veines sur les abdos, c'est magnifique. Tu verras. Après si je te montre Virginie après l'émission, tu verras, c'est magnifique. Quand le corps a froid, il brûle des calories pour essayer de se réchauffer en fait. Donc plus on a froid, plus on brûle de calories. Donc forcément. Ça peut être un bon conseil, vous savez, pendant l'été pour que les gens puissent un petit peu. L'hiver, il faut avoir froid. Oui, j'ai bien dit, mais pour les gens qui veulent perdre un petit peu justement de kilos avant l'été, vivez nu. Tout l'hiver, torse nu. Voilà, tout à fait. Alors quand on est sur les routes en France, qu'on tape 5 heures de route, qu'on est dans l'est ou dans le nord et qu'il neige et tout, être en débardeur, c'est magnifique. Pour répondre à ta question, Virginie, comme ça, vous pourrez couper au montage. J'ai été un des premiers à partir à l'étranger, à apprendre le catch à l'étranger avec du niveau. Parce qu'il y en a eu d'autres avant moi qui sont partis à l'étranger, mais les mecs, ils avaient un niveau de merde. Excusez-moi le mot, mettez un bip. Voilà. Virginie, on va quand même dire la vérité, c'est que là, c'est vrai que je vous ai pas. On terminera là-dessus pour ça. Ah, mais je vous ai pas invité du clown. C'est-à-dire que si on a fait une émission spéciale extrémiste, spéciale catch, on a ramené non seulement peut-être le meilleur dans le ring en Europe en ce moment, quelqu'un qui, j'espère, va. Français. Allez, on va rester sur France, tu veux. Mais attends, d'un côté, tu veux absolument qu'on te caresse dans le sens du poil, et dès qu'on dit du bien, forcément, là, on va se loin. Moi, je dis, Tom Laroufa, The French Stallion, est un futur très, très grand. Je lui souhaite en tout cas beaucoup de chance, beaucoup de courage pour la suite de sa carrière. Mais il ne faut pas que ce soit un rêve, mais bien une ambition et un futur. Et là, quand on voit un physique comme celui de Joe Atlas, évidemment, je voulais absolument pouvoir le présenter au public de MCAS Extrême parce que ça mérite, il mérite d'exploser et il mérite lui aussi d'être une star. Très bien, alors cette émission n'est pas terminée, vous ne bougez pas et on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.
retour sur le plateau des extrémistes pour cette deuxième partie d'émission. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur MCS Extrême, une émission spéciale 4, je vous le rappelle, toujours en compagnie de Joe Atlas, Tom Laruffa et de mon expert du jour, Célian. Et on va passer tout de suite à notre débat du jour. Alors vous le savez peut-être, le catch a des particularités assez différentes d'un pays à l'autre. Le catch américain ne ressemble pas en tout point au catch mexicain ou même au catch japonais. Certains appuient sur le côté très spectacle, très chaud, alors que d'autres sur la dimension sportive. Mais alors où se trouve le meilleur catch du monde? On va tenter de répondre à cette question avec nos invités. Avant cela, voici quelques images. Le catch est plus que jamais dans l'air du temps. Il n'y a pas un jour sans combat dans le petit écran et sur ma chaîne Sport Extrême, on ne déroge pas à la règle. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Si vous êtes d'ailleurs fan de la discipline, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs sortes de catch. Catch américain, mexicain, catch japonais, catch européen. Ce ne sont pas les genres qui manquent. Mais quelles sont les différences entre ces catchs? Y a-t-il une influence culturelle et un réel impact sur le ring? Quel catcheur est alors le plus puissant? Alors on parlait des États-Unis, on va y rester. C'est vrai que là-bas, la dimension show, spectacle prend beaucoup le dessus. Et même que certains pensent et disent aujourd'hui que tout est scénarisé. Alors qu'est-ce que vous leur répondez? Quel est votre avis là-dessus? Le catch aux États-Unis, c'est vrai qu'en fait le problème aux États-Unis, moi je veux dire que c'est un problème parce qu'en fait ils prennent pas forcément les meilleurs catcheurs, mais ils prennent surtout des showman et des catcheurs dont ils ont besoin, des personnages en fait, parce que là-bas c'est un show télé, donc ils ont une saison, ils ont un épisode par semaine et il faut que ça se suive quoi. Donc des fois ils ont besoin de japonais, des fois ils ont besoin d'un français, des fois ils ont besoin d'un mec musclé et suivant la série ils vont prendre un catcheur. Donc c'est vrai que c'est pas le catch le plus, on va dire le plus physique, le plus technique, le plus acrobatique, mais c'est un catch de télé, c'est un catch complètement différent. Est-ce que ça veut dire que le gagnant est connu à l'avance? Est-ce que vous savez, vous, quand vous montez sur le ring avec votre expérience aux États-Unis, on vous dit toi aujourd'hui tu perds? Dès que c'est télévisé, comme a dit Joe, toutes les semaines il y a un show et là-bas c'est vraiment un feuilleton avec du catch dans le ring, les problèmes se résolvent dans le ring. Donc oui, même eux ils le disent, de toute façon, même eux ils le disent que c'est un show, ils racontent des histoires dans le ring, ça reste pas que c'est dangereux, attention, et ça reste du sport, c'est pas un sport aux États-Unis, c'est du sport, mais voilà, donc on va dire dans les histoires, le gagnant est prévu à l'avance, dans le sens que pour faire avancer les histoires, il faut des hauts et des bas. Un coup c'est le gentil, un coup c'est le méchant, un coup le méchant fait un sale coup à un autre gentil qui perd son match par rapport à un autre méchant, tu vois, c'est comme ça. Après, je veux dire, je prévois la question au retour, c'est pas parce que c'est prévu à l'avance que, tiens, pourquoi on va regarder ça? Tu sais, c'est comme aux États-Unis, leur show télé et tout ça, c'est comme du cinéma, c'est comme du théâtre. Ça n'empêche pas de se prendre au jeu. Tu rentres dans le truc, voilà. Mais Virginie, je pense que là, effectivement, ça on le répète régulièrement, on est en 2012, on ne faut pas se voiler la face, tout le monde sait que très bien que le catch c'est un sport spectacle, on insiste réellement sur cette dimension, sur cette façon de parler. Ces gars-là sont des showman à 100%, vous le voyez avec Tom, hein, le mec il respire le charisme à 15 km, il transpire le charisme à 15 km, et pareil pour Joe, enfin tout le monde se retourne sur lui dans la rue, on veut du physique hors norme, on veut du colosse, on veut du mec qui tape dans l'œil, on veut quelqu'un qui débarque dans une salle, on ne regarde que lui. Du charisme pour pouvoir vendre justement du spectacle. Et évidemment le catch américain c'est le plus explosif, spectaculaire, non seulement par le physique, mais aussi je trouve que vous avez été quand même assez dédaigneux sur le niveau dans le ring. Je trouve que c'était quand même, ça c'est Joe qui a parlé. C'est Joe qui a parlé parce que lui peut-être il reste beaucoup plus axé sur le catch poids lourd, qui on va pas se voiler la face. Le catch poids lourd aux States, la plupart du temps, vu que les mecs qui catchent 5 fois par semaine, ils y vont doucement, ce que je comprends totalement, pour éviter les blessures. Après, c'est clair net, tu mets des mecs, par exemple, de la X-Division à la TNA ou les poids un peu plus légers de la WWE, les mecs, ils se défoncent sur le ring, tu vois. Oui, mais tu parlais de style, justement, c'est un petit peu Tom qui t'a formé au départ. Lui, je pense qu'il avait un style très aérien, très technique. Ouais. Est-ce qu'il a pu... La seule différence, en fait, si on a appris à catcher, par exemple, au Japon ou en France, il est vrai que si on part aux États-Unis, c'est pas le même catch. C'est vrai que c'est un catch un peu moins solide. Ici, comme on a dit, c'est du catch... Au Japon, par exemple, qu'est-ce qui est différent? Ouais, ce qui est différent au Japon, c'est que ça tape, quoi. C'est qu'il faut que ça colle. Là-bas, donc c'est un sport. C'est un sport spectacle. Hein. Il faut toujours qu'on ait en tête que les catcheurs, en fait, c'est des artistes et des sportifs. Donc le but en fait c'est que les gens quand ils viennent voir du catch ils soient contents, ils soient heureux, ils passent un bon moment, que les enfants soient contents, que ça soit un truc de famille en fait. Donc forcément il faut pas que ça saigne, il faut pas que ça soit non plus super hardcore, mais il faut que ça soit... J'ai cru comprendre que la petite différence par exemple au Japon ou que ce soit aux États-Unis, au Japon il y a des médecins autour du ring.
Ce qu'il n'y a pas forcément aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, ça ne fera pas joli de voir des médecins sur la télé, mais bon... Au Japon, ils ne s'en privent pas. Non. Mais ça rajoute un petit peu un côté de réalisme à l'histoire, justement, d'avoir justement les médecins qui interviennent immédiatement. Et ça rajoute un côté dramatique de la situation, donc bien évidemment. Excuse-moi Virginie, mais là je te coupe, il ne faut pas croire qu'il n'y en a pas aux States. Aux States, on les limite plus qu'au Japon. Mais on les voit pas. Parce qu'il y a beaucoup plus de mecs, il y a beaucoup plus de moyens, il y a beaucoup plus, quoi qu'on dise, de risques pris. Parce que tu sais, aux États-Unis, des fois, pour leur spectacle, des fois, ils vont faire chuter un mec de 30 mètres de haut. Alors tu sais, je veux dire, chuter un mec de 30 mètres de haut, au Japon, tu verras jamais ça. Donc bon, des médecins... C'est très bien, mais ce que je veux dire, c'est que pour être catcheur aujourd'hui aux États-Unis, il faut pas être que. C'est marrant ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas être que non plus bon dans le ring, mais il faut être aussi bon derrière le micro et aussi même acrobate, acteur, à l'aise. Enfin, il y a un petit peu tout. Le débat. Ouais. Donc, la différence entre le catch japonais, mexicain, européen et américain. Donc, voilà, américain, on a bien. C'est le show. Le show, il faut être tout showman, parler au micro, avoir le look, être très bon dans le ring et voilà, et avoir le physique. Et ça, c'est plus un style de catch sur lequel vous êtes axé. Parce que quoi qu'on dise, il n'y a qu'aux States que tu peux vraiment gagner ta vie, non ? Non, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que nous, les catcheurs, on s'adapte aussi au public, parce que le public japonais, c'est pas le même que le public américain. En quoi il est différent ? Le public japonais, par exemple, on va jamais l'entendre huer ou être en frénésie, ils sont comme ça, tout gentils, alors que les Américains, ils rentrent à fond dedans, ils insultent le méchant, ils sont à fond avec le gentil, ils veulent monter carrément sur le ring. Donc, il y a différents types de catch, donc en fait, c'est à nous aussi de nous adapter. La manière dont je vais catcher aux États-Unis, c'est pas la même manière dont je vais catcher au Japon, ainsi qu'au Mexique. Donc ça veut dire qu'un très bon catcheur aujourd'hui doit être polyvalent et s'adapter à tous les catchs ? Un très bon catcheur doit savoir tout faire. Il doit savoir catcher, il doit savoir être... il faut qu'il soit un peu acrobate, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il sache faire plaisir au public, il faut qu'il sache parler au micro, il faut qu'il soit complet. Donc Tom, ça veut dire qu'un catcheur japonais aux États-Unis, bon, il a du mal ? Je vais faire le pointilleux, mais tu vois, tu as formulé ta phrase en disant un très bon catcheur doit savoir s'adapter à son public. Il faut inverser le truc. Un catcheur qui sait s'adapter à son public est un très bon catcheur. Et le truc, c'est ça, tu vois. Donc, un Japonais, s'il sait s'adapter, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais rapidement, à un public américain ou un public européen ou un public mexicain, c'est un très bon catcheur. Donc voilà, tu vois, je veux dire, c'est ça. Après, c'est clair et net, il y en a, tu sais, c'est un peu comme tout, mais c'est, j'ai envie de te dire, dans n'importe quel sport, dans n'importe quel métier, tu sais, des mecs, je sais pas, tu prends un maçon, peut-être, il va avoir beaucoup de mal à faire pas de la charcuterie, mais pardon. Une maison. Non, de la menuiserie, voilà, de la menuiserie, tu vois. Un maçon n'est pas forcément menuisier, mais peut-être, il y en a, ils vont arriver à faire les deux, tu vois. Donc c'est un peu pareil en catch, tu vois. Je veux dire, c'est pas parce que tu es très bon en France que tu vas être super bon aux États-Unis, tu vois. C'est là que tu vois que certains mecs sont faits pour ça, d'autres sont pas faits pour un tel endroit et d'autres sont pas faits. Il y en a qui n'arrivent pas du tout à s'adapter. On prend parfois des stars qui sont au Japon, qui se sont prouvés dans leur au Mexique et qui débarquent sur le sol américain et ils sont complètement paumés. On a des exemples qui sont flagrants et l'inverse est vrai aussi. C'est vrai que le catcheur américain qui va aller la barrière de la langue déjà, ça fout. C'est ce que j'allais dire exactement, la barrière de la langue, parce que maintenant c'est vrai que la locomotive c'est quand même les États-Unis, c'est quand même. Et toi pas face, Japon et Mexique, de toute façon tu le sais, les mecs qui se parlent anglais, la plupart des mecs qui se parlent anglais. Tu nous parles du Mexique. En quoi c'est différent là-bas ? Et moi j'ai fait 2 ou 3 matchs de lucha libre là-bas au Mexique. Bon, c'est juste à la frontière californienne. Ce qui est différent au Mexique, déjà, de toute façon, on a vu un peu sur les images, c'est les costumes. MCS Extreme, en fait, a diffusé de la CMLL, le Consejo Mundial de la Lucha Libre, qui est la plus vieille fédération de catch au monde. Et c'est vrai que ça offre non seulement des jolies filles au bord du ring, mais ça offre aussi un catch très aérien, très acrobatique, des costumes. Parce que c'est une tradition, c'est vraiment le. Les gens se rendent pas compte, mais j'ai des amis qui vont. C'est une religion, c'est quasiment une religion, mais ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui vont en vacances au Mexique et ils reviennent, ils me disent ah sinon tu croiras pas, les gens s'en foutent de catch là-bas. Je le sais, parce qu'on parle que de football quand on parle du Mexique. Mais après le football, il y a le catch. La lucha libre, comme on dit là-bas, il y a des shows tout le temps, partout. C'est exceptionnel. Ils ont des statues dans les rues. Voilà, on a des catcheurs comme El Santo, par exemple, qui sont plus que, je sais pas, la plus grande star en France fois 1000. Vivant là-bas, quoi. Et donc, on parle de style, c'est-à-dire les costumes, le côté vraiment tradition, le côté acrobatie, aérien. Et là, parfois, c'est difficile de s'adapter à ça. Voilà, et c'est ça, la voltige là-bas. Moi, je sais, quand j'y étais, le ring mexicain, alors le plancher, c'était du béton, mais par contre, les cordes, c'était des câbles en... Ouais, voilà, c'est ça, c'est des trucs, tu les touches, boum, tu rebondis à 3 mètres dans les airs. Et c'est ça, parce que leur style mexicain, c'est la voltige. Ce qu'on veut dire pas voltige, c'est les mecs qui sautent sur les cordes, ils font un salto arrière, ils atterrissent sur la tête du mec, ils le retournent. La voltige. Donc ça caractérise le style mexicain. Japonais, comme on a fait un peu le tour, c'est beaucoup plus axé sur le sport. C'est 2 mecs en slip noir avec une serviette autour du cou qui vont venir s'affronter et lutter. Il y a moins de froufrou, quoi. Il n'y a pas d'explosion. Même si ces dernières années, ils essaient un peu, tu vois, parce que justement, ils s'adaptent sur le style ricain, parce que le style ricain, c'est ce qui marche mondialement. Donc tous
que ce soit les Japonais, que ce soit les Mexicains, que ce soit les Européens c'est un style beaucoup plus... au début c'était sobre, et maintenant justement ils commencent à mettre des personnages. Ici en Europe, on est plus proche de quel je veux dire, c'est un mélange, j'ai envie de dire, d'expérience, de toute façon Joe pourra confirmer, mélange japonais-mexicain. Dans le sens que mexicain pour les costumes, on a des super costumes, tu vois Joe avec son slip aux couleurs de l'OM, c'est ça? Ouais, c'est bien sur Paris, ça passe bien. Je suis né à Marseille, c'est pour ça. Voilà, et avec son sigle à la Superman dessus, bon moi le gréco-romain c'est avec ma cape à paillettes, le casque et tout, mais par contre quand on est dans le ring, c'est quand même beaucoup plus axé sur le sport, où voilà, on n'est pas là pour parler. Ok Tom, mais j'ai aussi envie de dire, avec moins de moyens. Et donc ça se voit aussi. C'est sûr, ça c'est clair. Je dis pas le contraire, on n'a pas les écrans géants, mais je veux dire dans le ring. Après on se rentre beaucoup plus dedans. En tout cas en France, où on était à la WS, c'est un style beaucoup plus physique, tu vois. Et par contre là, étant donné qu'il n'y a pas de caméra. J'ai envie de te dire, la plupart du temps, tu vas dans le ring, tu sais jamais ce qui peut se passer. Il peut se passer des blessures, des abandons avant la fin du match. Voilà, là, c'est en Europe, c'est beaucoup plus freestyle. Mais vous deux, aujourd'hui, là, vous êtes capable de bosser dans n'importe quel pays du monde. Joe, je pense honnêtement que si on peut catcher en France et faire les tournées qu'on a fait dans les petits villages, dans tous les zéniths de France qu'on a fait aussi, on peut catcher partout. Parce que c'est beaucoup plus hardcore qu'aux États-Unis, en fait, c'est simple. Et puis, de toute façon, comme on dit, tu sais, bon, moi en tout cas, on parle pour la WS, ils ont fait venir des catcheurs. J'ai envie de dire toute la planète. Il y a des Japonais, il y a des Mexicains, il y a des Anglais, des Américains. Donc une fois que tu as catché avec des Anglais, des Américains, tout ça, même si tu l'as fait en France, tu as eu quand même forcément des passages dans le match de lutte japonaise, de lutte mexicaine ou de lutte anglaise, tu vois. Donc forcément... Ça veut dire que ça n'a pas de particularité propre, le catch, ici? C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un catch européen, c'est un catch... Voilà, c'est un mélange de tout. C'est assez complet, je trouve, honnêtement. Je trouve que... Ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que ce n'était pas forcément le cas aujourd'hui, parce que une fois de plus, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens étaient restés un peu coincés dans les années 60, Roger Coudert et compagnie. Bon, c'est vrai que ça a beaucoup évolué depuis, ça a beaucoup changé, mais les gens y pensent encore. C'est-à-dire, on voit, tu dis je suis catcheur, je suis persuadé que les gens disent ah oui, j'étais fan de Langevin quand j'étais petit. Faut pas se voiler la face. Tu vois, bon, on a la chance sur MCS Extrême d'avoir du catch diffusé, mais à l'époque, pourquoi tout le monde se souvient de ça? Parce qu'à l'époque, tout le monde me dit, c'est le seul truc qui passait à la télé, ça passait à 8h du soir, donc tout le monde était devant la télé, donc forcément tout le monde s'en souvient. Aujourd'hui, tu remettrais, bon, je suis pas là pour faire ça, tu vois, mais tu remets un peu de catch américain, tout le monde en parle, tu vois, à la télé, et ça marche. Donc je suis désolé, mais j'ai envie de dire, tu mettrais aux heures de grandes écoutes du catch mexicain, du catch japonais, du catch européen ou français, ça marcherait aussi. Ce qui est assez amusant, c'est que le catch, c'est quand même extrêmement cyclique. Il y a des périodes où ça marche, ça cartonne, il y a des périodes où ça marche un petit peu moins bien. Et je voulais quand même rendre hommage à MCS et à MCS Extrême, qui sont des chaînes qui sont restées fidèles au rendez-vous catch. Et nous, on espère que l'aventure va continuer. Très bien, Célian. Eh bien, on va finir cette partie débat sur ces belles paroles. On marque une courte pause et on se retrouve pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.